Bonjour, bienvenue à un nouveau podcast que Dans la tête avec Dominique Tremblay. Encore une fois, j'ai un nouveau livre pour vous. Ça parle toujours des émotions, mais cette fois-ci un peu plus spécifique à certaines personnes. Le livre est beaucoup plus fait pour les parents qui veulent éduquer leurs garçons un peu plus. Dans le fond, ça s'appelle Colère, peur et joie, accompagner mon garçon dans ses émotions. Là, ici, le principe étant que c'est écrit mon garçon, mais on s'entend, ça peut être utile pour tout genre. Mais on s'entend aussi qu'il y a eu une longue éducation faite, qu'on distinguait l'éducation des gars et des filles, on les éduquait pas de la même façon. Et c'est un peu ça aussi que ça va parler dans le livre. Comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais survoler des parties sans trop tout dire. Le livre coûte, ben, en fait, le livre est quand même petit, très concis. Ça va direct au but. Quand je le lisais, je pouvais mettre des post-it puis surligner à peu près à chaque page quelque chose d'intéressant. Là, c'est pas comme d'autres livres où on lit trois, quatre pages puis une dizaine de pages puis maintenant on tombe sur quelque chose d'intéressant. Comme tout livre à date que je vous ai présenté, il y a toujours, c'est une personne, c'est une docteure, là, Marie-Claire Sancho. Elle parle un peu aussi de son éducation de ses propres enfants à elle, fait puis des gens qu'elle suit aussi. Donc, pour commencer dans l'introduction, les besoins émotionnels de son bébé, en parler avant son arrivée. T'sais. Là, ce que ça dit ici, c'est dans le fond, avant de vouloir un enfant, de faire l'action d'en avoir, ben, c'est important de parler avec son ou sa partenaire, la personne avec qui on vit ou on veut un enfant. Surtout pour trouver des bons terrains d'entente sur comment on va l'éduquer, sur comment on va, qu'est-ce qu'on va y acheter, sur comment on va, sur plein de choses dans le fond pour avoir un bon terrain d'entente parce que ce que ce qui est dans le livre puis ce que j'ai vu aussi beaucoup parce que en travaillant dans les écoles et dans d'autres contextes de relations d'aide, ce qui arrive beaucoup, c'est on veut des enfants, on en a, mais on n'a jamais discuté de comment on va les éduquer. C'est quoi nos valeurs qu'on veut leur montrer? C'est qu'est-ce qu'on veut montrer en tant que nous. Parce que même dans le livre, c'est écrit, mais dans les cours que j'ai suivis, tout, les premières personnes les plus importantes dans la vie d'un enfant, c'est les propres parents. Donc, les enfants vont se modeler, ils vont observer les parents, ils vont comprendre, ressentir, imiter, en premier lieu, les parents. Après ça, plus ils vieillissent, plus ça va être les autres adultes autour et les pères aussi, les amis. Fait que là, ils vont commencer. Mais ça, c'est plus tard dans la vie. Mais en premier lieu, c'est les parents. Donc, là, ici, l'importance, justement, c'est exposer de toutes parts à une quantité infinie d'informations, souvent contradictoires, sur les bons et les moins bons comportements à avoir quand votre bébé pleure, ou encore sur l'attachement, mais aussi sur l'entraînement au sommeil, etc. Fait que c'est important de discuter avec votre partenaire avant l'arrivée de bébé afin d'élaborer un plan pour répondre aux besoins émotionnels de l'enfant. Ça, c'est toujours important. On pourrait comparer l'arrivée d'un bébé dans votre vie comme un tsunami. Les premiers jours, voire les premières semaines, ça va ressembler à une tempête d'émotions de tout bord, de tout côté, là, pour tout le monde. Ça peut être aussi des émotions dites positives, des émotions négatives. C'est pas nécessairement de bon terme de dire émotions négatives, mais des émotions qu'on juge, euh, qu'on juge euh, et désagréables. Donc, c'est ça. Fait que c'est important de discuter pour être capable d'en arriver à comment nous, on va gérer nos propres émotions une fois que l'enfant va être arrivé. Là, elle explique ici pourquoi un livre pour les garçons. Ben, lorsque nous pensons à l'homme idéal, ou plutôt aux qualités que la société valorise chez un homme, nous retrouvons en tête de liste la force et le courage, l'indépendance, l'invincibilité, montre que ben, c'est ça qu'on veut des hommes. Ce qui fait en sorte que ben, s'ils ressentent des émotions, des vulnérabilités, mais faut pas que ça paraisse, faut pas qu'on vive ça. Fait, ce qui fait que quand on les éduque à dire ben pleure pas, t'es plus fort que ça, ben on t'a pas mal, tu sais, quand on invalide l'enfant, ben il enregistre que ben c'est pas important mes émotions, il faut pas que j'en aille parce que c'est faible.
Donc, donc c'est ça pour ça. Ce message arrive d'ailleurs très tôt aux oreilles de nos enfants. Dès leur plus jeune âge, nos garçons adoptent des comportements qui vont correspondre à l'idée d'un certain modèle masculin. Ils vont cacher leur peur, ils vont pas pleurer, puis ils vont montrer qu'ils sont des toughs, des thugs, des, des gens invincibles. Puis quand on va les prendre sur le coup, ben non, j'ai rien fait, ben non, ils le méritaient, ben non, de toute façon, c'est le même qu'on règle nos conflits en se battant, en écœurant les autres. Il faut montrer qu'on est plus haut. Fait que c'est un peu ça que ça l'explique aussi dans le livre. Là, je vous survole, hein, je rappelle, pour pas passer le livre en entier à vous le lire. Le chapitre 1, l'univers émotionnel de votre garçon. Qu'est-ce qu'une émotion? Ben, en premier lieu, c'est un signe physique. Hein? Je sens mon cœur battre vite. C'est affectif aussi. Je ressens une boule de colère dans le ventre. T'sais. Mental, je suis conscient de cette colère. Et le comportemental, je hurle de toutes mes forces ou je frappe. Fait que, tu sais, les premières émotions, ça va souvent être ceux qui sont considérés de base. Après ça, plus on vieillit, puis on vit des situations, plus ils deviennent un peu plus complexes. Tu sais, les émotions de base, joie, colère, peur, euh, tristesse. Après ça, va venir la jalousie, la honte. Tu sais, les un peu plus complexes des fois qu'on mélange deux à la fois. Euh, Puis là, ben souvent, ben, plus ils sont jeunes, tu sais, c'est sûr, des bébés, ça exprime pas leurs émotions. Avec des mots. Ça va être dans le comportement. Fait que ça va pleurer. Fait que ça va faire des choses. Puis plus ils vont vieillir, mais plus ils vont être capables d'exprimer. Et c'est là qu'on les accompagne, dans le fond, euh, dans les pleurs. En premier lieu, l'enfant va pleurer pour exprimer quelque chose. Fait que, puis là, pour nous, faut découvrir, hein, souvent. Euh, Qu'est-ce qui fait que cet enfant, mon enfant pleure? Fait que là, on essaye des trucs. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est lorsque l'enfant pleure, c'est qu'il communique quelque chose. On doit répondre aux besoins. Plus tard, je vais y venir. À partir de la naissance et pendant les 3 premiers mois de vie d'un bébé, il va être limité à deux choses. L'insatisfaction et la satisfaction. Il n'y a pas de complexité, c'est plus simple. Je suis bien, je suis pas bien. Fait qu'il va exprimer ses émotions comme ça. Puis par la suite, on va arriver à d'autres émotions. Fait que les premières crises de larmes, pourquoi bébé pleure? En fait, bon, ben, ça se peut qu'il ait faim, ça se peut qu'il ait froid, ça se peut qu'il soit mouillé, ça se peut qu'il ait soif, ça se peut qu'il ait fait dans sa couche, ça se peut qu'il soit fatigué, etc. Puis là, ici, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des mythes. Il y en a deux. Le premier mythe est que le bébé pleure pour rien. Il pleure pas pour rien. Il y en a qui pleurent moins que d'autres. On peut avoir deux enfants, puis il y en a un qui n'a pas pleuré pendant tout pratiquement, puis l'autre qui va pleurer plus. Rendu là, c'est une question de tempérament. L'enfant est fait comme ça. Il y en a un qui va exprimer plus ses désagréments qu'un autre. Puis plus on va vieillir, plus on va être capable de trouver un équilibre, chacun des tempéraments à travers la vie, là, puis comment qu'on les éduque. Donc, il ne pleure pas pour rien. Ça, c'est important. Je n'irai pas plus en profondeur là-dessus. Dans le livre, il y a des explications. Le second mythe est que le bébé pleure parce qu'il a des caprices. C'est un bébé. Il n'est pas conscient encore. Quand on arrive à 15, 20, 30 ans, on peut certainement avoir des caprices. Mais pas en bas de 5 ans. On n'est pas conscient. On est dans l'instinctif. Puis même des fois que l'instinct peut aller jusqu'à 8, 10, 12 ans pour certaines personnes. C'est très instinctif. C'est le rôle de chaque adulte de la société à faire en sorte que on passe de l'instinctif à plus la conscience de soi. Donc après ça, c'est ça. Elle parle un peu ici, j'en parlerai pas beaucoup, ben, de l'attachement. Ici, ce qui est important de retenir, c'est que l'enfant, quand il pleure, va développer une forme d'attachement que là, j'expliquerai pas à ce moment-ci, mais il y a une petite explication dans le livre parce que c'est très complexe, hein, beaucoup l'attachement. Donc ici, ça part, ben, si un enfant pleure puis on répond pas à son besoin, à ses pleurs, ça se peut qu'il développe un attachement de style insécurisant. Si on répond à ses besoins, il va développer, on répond à mes besoins, donc je peux m'attacher à quelqu'un.
Mais comme je dis pour l'instant, dans l'attachement, je n'irai pas plus loin. Elle parle du fait que pour avoir un attachement sécure, ce qui est important de retenir, c'est trois éléments. La consistance, le délai raisonnable et l'amour et l'affection. La consistance, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est l'enfant pleure, tu réponds à son besoin. Parce que, dans le fond, l'important ici pour un attachement sécure est que le bébé reçoive l'information qu'à chaque fois qu'il exprime un besoin, quelqu'un est là pour combler ce besoin. Il ne faut pas oublier qu'en bas de 10 ans, c'est des êtres, même en bas de 12 ans, je dirais, et des fois 14 ans, ça reste des êtres hyper vulnérables. C'est des enfants, ils ont besoin de l'adulte, ils ont besoin des autres pour comprendre le monde, pour se comprendre soi-même, pour créer leur identité, pour gérer ce qu'ils ont à gérer en dedans d'eux. Ils sont en apprentissage constant de tout, non-stop. Fait qu'ils ont besoin de l'adulte, peu importe ce que nous, on se construit comme idée. Ah, c'est un caprice. Oui et non. Plus ils sont jeunes, moins ça va être un caprice. Moi, j'ai 20 ans. Ben là, j'ai pas 20 ans, mais mettons, moi, j'ai 20 ans en ce moment. Ça se peut que j'aie des caprices pour certaines affaires. Ça se peut que non. Tout dépend du contexte dans lequel j'ai évolué. T'sais. Fait que si c'est ça que ça dit. Avec le temps, il se peut qu'un enfant qui a développé un attachement sécure pleure quelques secondes avant d'arrêter. Puis, ben, avec le temps, il va finir par moins pleurer. T'sais, on s'entend avec le temps, c'est long, là, c'est pas après 2 semaines. Le délai raisonnable, c'est ben, ce que ça dit en gros, c'est que quand il pleure, on y répond immédiatement. En même temps, il y a des contextes dans la vie qu'on ne peut pas répondre immédiatement. Je donne des exemples banals. Vous êtes sur le bol de toilette, l'enfant est dans le salon. Ben, il y a un petit délai à donner. Vous êtes en train de sortir quelque chose du four d'important, ben, l'enfant est dans sa chambre, vous l'entendez avec le petit haut-parleur, mettons. Ben là, vous devez quand même déposer ce que vous faites, enlever vos gants, puis vous rendre. Il y a un petit délai. Vous avez tous vos sacs d'épicerie dans les mains, puis vous êtes en train de marcher, ben, vous ne pouvez pas tout garocher à terre puis partir à la course. Vous allez les déposer, puis après ça, vous y allez. Vous êtes en train de conduire, il se passe quelque chose, vous ne pouvez pas immédiatement répondre à ce qu'il veut, vous devez vous stationner, puis après, on comprend un peu le concept. Fait il y a un délai raisonnable, un petit, parce que les polices ou les pompiers cognent à votre porte. On ne peut pas ne pas répondre. Ça se peut qu'il y ait quelque chose. Donc, un petit délai. L'amour et l'affection. La toute première fois que bébé se voit, c'est à travers les yeux de ses parents. Imaginez toute première fois que vous aurez à poser les yeux sur votre petit être précieux et demandez-vous comment vous le regardez. Pour plusieurs, les yeux sont doux et attendris. Les traits faciaux détendus, un sourire d'ébaissement peut se voir sur les lèvres, laissant sortir un petit murmure affectueux. Ces informations ne vous apprennent rien de nouveau. Mais pour leur bébé, il s'agit d'informations primordiales. C'est les premières informations, c'est tous les signes de votre visage, le ton de voix que vous avez. C'est les premières informations qu'il rentre dans son cerveau pour comprendre l'état dans lequel vous êtes. Qu'est-ce que votre émotion? Comment vous réagissez à ses besoins? Puis c'est correct de pas toujours avoir le sourire. Si on n'a pas le sourire, on n'a pas le sourire. C'est correct de montrer notre réelle émotion. Si on est triste, on est triste. L'enfant doit apprendre toute émotion, pas juste une. Donc, c'est ça. Là, après ça, on parle un peu ici de comment un peu le cerveau se développe très brièvement. Là, il y a un élément qui est important qu'on a tout le long de notre vie. Il y a ce qu'on appelle l'élagage des neurones. L'élagage, c'est que dans le fond, l'être humain développe plein de neurones, mais il finit par en enlever une coupe des informations qui ne sont pas utiles. Donc, ici, c'est pour ça que l'expression de le cerveau est comme un muscle, il faut l'entraîner. Fait que c'est un peu ça qu'on veut faire avec l'entraînement des émotions, les habiletés sociales, l'école, puis toutes ces affaires-là. Donc, ici, ce que ça dit, c'est que plus on fait un même comportement, plus le cerveau va l'enregistrer, donc plus ça devient comme normal. Ce qui fait que ici, en lien avec l'attachement, ben, chaque fois que je touche ou caresse l'enfant, ces neurones font des connexions. Ainsi, je contribue activement à augmenter le nombre de ces connexions positives. En revanche, d'autres types de comportements peuvent créer ou renforcer des connexions négatives dans le cerveau. Celui de laisser son fils pleurer et ressentir de l'angoisse pendant plusieurs minutes avant de répondre à son besoin. Cette idée prend tout son sens avec les connaissances que nous possédons aujourd'hui sur la conception du cerveau. Bon, là, c'est ça. C'est rien que pour expliquer. À l'adolescence, c'est ça qui arrive aussi qui explique
c'est que pendant l'enfance, il y a beaucoup, 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 énormément de connexions. C'est pour ça qu'on dit que les enfants, c'est comme des éponges. À l'adolescence, il y a un processus du cerveau qui fait j'ai appris tellement de choses, je ne peux pas tout garder pour moi. Je dois choisir des informations et les garder. Donc, c'est tout ce que l'adolescence vit est important parce que tout ce qu'on va l'éduquer là-dedans va renforcer certaines neurones, donc certains comportements ressentis et pensés, tandis que il va y avoir un élagage, donc un effacement de certaines choses. Donc, mais pendant l'adolescence, il y a une grosse, grosse job de ménage qui se fait dans le cerveau. Mais en même temps, il y a une il y a une cristallisation qui s'appelle les neurones pour devenir un peu plus permanente, c'est-à-dire qu'ils vont rester presque pour toujours, jusqu'à temps qu'on arrive dans la vieillesse. Mais le cerveau reste toujours en évolution, là, comme un autre terme qu'on appelle, c'est la plasticité du cerveau. Il va toujours bouger. C'est juste que vers l'âge adulte, c'est un peu plus long, le changement. Il prend plus de temps. Donc, ce qu'il faut retenir de l'élagage, c'est que c'est du gros ménage, c'est qu'il vaut mieux tenter de minimiser les connexions négatives. C'est un peu ça que ça dit. Donc, on continue. Là, il y a l'entraînement au sommeil que ça parle, parce que le sommeil, c'est important. On le sait tout. Je suis déjà revenu sur ce sujet-là. On n'ira pas bien en profondeur. Euh, Puis aussi, ce qui est important de garder en tête, c'est que toutes les décisions que vous prendrez pour votre enfant, ben, c'est aussi de faire respecter vos limites. Ça aussi, c'est euh, un autre apprentissage des enfants. C'est d'apprendre à cet enfant à avoir des limites. Là, c'est sûr que quand l'enfant il a 6 mois, on n'explique pas des limites avec des mots nécessairement. Mais, tu sais, quand il pleure, puis qu'on sait pas trop pourquoi, puis on essaie de découvrir, ben, tu sais, c'est pas de tout y donner non plus. Puis plus l'enfant avance en âge, plus on est capable de mettre des mots et mettre de l'encadrement pour lui apprendre de manière positive à avoir des limites. Ce qui fait que quand vous lui montrez que vous avez des limites, l'enfant apprend à connaître ses propres limites et à les exprimer aux autres. Je rappelle que j'ai des ados et des adultes en ce moment, puis je travaille dans une école primaire. Le concept de limite n'existe pas tant. Les gens les connaissent pas ou puis ils ne savent pas les exprimer. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'angoisse et de frustration. Il faut trouver un équilibre en fonction. Ce qui est important, c'est qu'il faut trouver un équilibre en fonction des situations. Ça, c'est de l'essai-erreur. Il faut aussi apprendre à se connaître soi-même, notre partenaire et notre enfant aussi. Les parents, première source d'apprentissage émotionnel de leur garçon. Comment qu'on fait ça? Là, ils vont y aller par tranche d'âge un peu, mais ils dépasseront pas l'âge de l'enfance. Ça veut dire qu'ils arrêtent à l'âge de 11 ans. Ils rentrent pas dans ce livre-là dans l'adolescence. Euh, J'imagine que c'était pour son expertise, c'était l'enfance. Donc, ils vont revenir souvent sur 3 concepts. Le conditionnement, le renforcement et la punition. Lorsque une personne est récompensée pour avoir adopté un bon comportement, ses chances de le reproduire de nouveau augmentent à chaque fois. Au contraire, s'il est puni pour un comportement, ses chances de le reproduire diminuent. Là, ici, ce qui est important, plus ils sont jeunes, plus on est là-dedans. Punition-récompense. Dans les faits, dans la logique des choses et selon les études, plus ils vieillissent, plus puis aussi, quand ils sont jeunes, c'est direct. Plus c'est direct, plus le comportement. Mais plus ils vieillissent, plus le délai raisonnable, comme je disais, s'étale dans le temps pour la récompense et la punition. Donc, ici, qui est important dans la définition, c'est une punition pour un enfant en bas d'1 an. Ça peut être simplement une réaction négative, par exemple, froncer des sourcils. Alors qu'un renforcement peut être une réaction positive, par exemple, sourire, faire un câlin. Parce que plus ils sont jeunes, moins, plus c'est juste dans le visage et ce qu'on fait. Pour l'enfant, la réaction, c'est la plus grande, ben pour le bébé, c'est la plus grande source d'information. Fait que ça reste toujours bon d'un âge à l'autre aussi. Donc, ça, c'est pour cet âge-là. Après ça, ici, il donne un exemple. Mettons, ici, 2 exemples. À l'écoute des pleurs de bébé, maman revient vers lui pour le consoler. Elle lui chuchote des mots doux et la chatouille un peu. Puis bébé se fait distraire par papa et change rapidement d'humeur. 2. Deuxième situation. À l'écoute des pleurs de bébé, maman appelle papa afin de le distraire et quitte subtilement la pièce.
Quel apprentissage émotionnel a fait bébé dans le premier scénario qu'il n'a pas fait dans le deuxième? En fait, dans le premier scénario, bébé a appris que lorsqu'on a de la peine et qu'on l'exprime en pleurant, on se fait consoler. Alors que dans le deuxième scénario, bébé a appris que lorsqu'il exprime sa peine en pleurant, il ne se fait pas consoler. Donc, c'est aussi banal que ça. Mais c'est ça à tous les âges de la vie, jusqu'à l'âge adulte même. Mais surtout, si on a vécu ça toute notre vie, on risque de vivre beaucoup d'angoisse et de frustration. La colère va être votre nouvel ami. Là, je m'excuse, je fais une parenthèse, je passe vite du coq à l'âne, mais le livre est très court. Avec les explications sont très courtes, puis si je passe trop de temps dans les explications, c'est comme si je vous lisais le livre. Donc, la colère, je finis ma parenthèse, la colère est votre nouvel ami. Après la joie, la tristesse et le dégoût arrive entre 4 et 6 mois la colère. Elle peut être définie par un état affectif temporaire qui provient d'un désagrément, d'un manque ou encore d'un besoin non comblé. On se rappelle, c'est la même chose quand on est adulte. La colère n'est pas péjorative, bien au contraire, elle nous pousse à régler un problème ou à répondre à un besoin, entre autres. Pourtant, en lisant les différentes définitions et synonymes de la colère, nous remarquons que plusieurs termes, comme la violence, l'agressivité et l'hostilité, sont associés à cette émotion. Donc là, il faut faire la part des choses. On peut vivre de la colère adéquatement et vivre de la colère de manière socialement non acceptable. Je nomme que je suis en colère, je fronce les sourcils, j'évite des choses, je m'en vais, c'est correct. Je vis de la colère, je crie après les gens, je sacre après eux, je les insulte puis je lance des objets. Ça, c'est pas correct. Voici la différence entre vivre une colère adéquatement et là, c'est de manière très bref, là. Bon, ici. Pour les parents, la colère est souvent comme une patate chaude qu'on veut donner à l'autre parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire avec. La base. Accueillez les premières manifestations de colère de votre enfant avec de la joie car elles constituent un terrain excessivement fertile pour les apprentissages émotionnels de votre enfant. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de sourire à grandir. Hey, je suis content que tu sois en colère. Non, juste d'être là. La personne est en colère au début. Ça sert à rien de la raisonner. Peu importe l'âge qu'on a, on ne raisonne pas quelqu'un qui a une émotion intense. Ça ne sert à rien. Il faut attendre. On accueille l'émotion, on la laisse vivre, tout en mettant des limites. La personne commence à dire va chier, t'es une crise de conne. On peut mettre une limite. On peut même dire, puis ça je le fais, je comprends que tu es en colère en ce moment. Puis c'est correct, tu as le droit d'être fâché. Puis je le sais que les mots que tu me dis, c'est pas contre moi. C'est juste que là, en ce moment, c'est moi qui est là. Fait que je suis ton punching bag. Mais j'aimerais ça quand même. On enlève le ça. J'aimerais ça quand même que tu me respectes là-dedans. Parce que moi, je vais quand même te respecter. Et c'est là que c'est important de ne pas hausser le ton et de ne pas aller dans c'est ça, tu dis de bon, je m'occuperai plus de toi, ben c'est ça, je vais te donner une conséquence de plus. Ben c'est ça, non, juste accueillir. L'enfant est pas toujours en colère. Il va avoir des comportements. C'est correct de nommer que ce comportement-là, on ne l'accepte pas. On a le droit aussi de dire continue de sacrer après moi, je vais te laisser 5 minutes tout seul et je reviendrai. Là, on entre, OK, on s'entend, on fait ça avec plus l'âge augmente, on fait pas ça avec un enfant de maternelle, mais avec un enfant de 8 ans, on peut faire ça. Mais c'est important de le nommer quand même. Fait qu'un enfant de 2 ans qui est en colère et qui tape partout, ben, tu peux pas faire grand-chose. Là. Tu restes là, tu l'accueilles, tu attends que ça passe. Puis une fois que ça passe, tu continues ta vie comme si de rien n'était. Là. Plus ils vieillissent, plus c'est facile de les accompagner. Là, il donne des exemples encore. Maman prend Alexandre dans ses bras de peine et de misère et le porte jusqu'à la maison. Une fois arrivé, Alexandre est envoyé sur la chaise pendant 10 minutes en raison de sa crise. Une fois calmé, Alexandre et maman se lancent dans une autre activité. Deuxième scénario. Maman prend Alexandre dans ses bras de peine et de misère et le porte jusqu'à la maison. Une fois arrivé, Alexandre est envoyé sur la chaise pendant 10 minutes en raison de sa crise. Maman donne quelques minutes à Alexandre afin de lui laisser le temps de calmer son émotion, puis elle commence une discussion. Qu'as-tu ressenti quand il n'y avait plus de sucette au caramel? Maman aussi ressent une boule dans le ventre quelquefois. Quand maman a une boule de feu dans le ventre, elle prend 5 grandes respirations pour se calmer avant de trouver une solution. On essaie ensemble la prochaine fois. Lorsque Alexandre réagit à l'absence de suicide, ce n'est pas l'émotion de colère qui pose problème, mais le comportement qui l'accompagne. Bien que dans le premier scénario, une punition soit donnée afin qu'Alexandre ne reproduise plus le comportement, aucune information sur comment gérer sa colère n'est proposée. C'est comme si nous disions à Alexandre que c'est mal d'être en colère, qu'il ne faut pas exprimer cette émotion. Voilà. Tandis que dans le deuxième, on accompagne l'enfant.
On passe à la peur. La peur, pas pour nos garçons. Une des premières phrases prononcées par nos fils étant «Maman, j'ai peur». Un grand désarroi de maman et de l'autre parent. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, la peur est l'émotion qui est présente lors de la routine du dodo. Là, elle explique un peu. Mais ce qui est important de savoir, c'est chaque soir, lorsqu'il disait avoir peur, je le félicitais d'être capable de nommer cette émotion, puis je le rassurais. Quand quelqu'un a peur, on le rassure. On le félicite d'exprimer l'émotion. On l'éteint pas. On n'essaie pas de faire comme si. Puis nous, on va vivre. L'enfant a peur, on va avoir peur. L'enfant est en colère, on peut vivre la colère. Ce qui est important ici, le concept de co-régulation émotionnelle. L'enfant va comprendre ses émotions à travers nos émotions. Il va apprendre à comment les gérer à travers comment nous, on les gérons. Une des premières caractéristiques que nous cherchons chez nos garçons, je le répète, et de nos hommes, est le courage. Le courage et la force font partie des valeurs que l'on aime retrouver chez la jante masculine. Or, le courage et la force représentent en quelque sorte l'absence de peur ou de doute, une autre émotion qui s'apparente à la vulnérabilité. Mais ici, je fais un bémol. La force et le courage, moi je pense que le courage, ce n'est pas de cacher ses émotions, mais bien évidemment de les montrer. Car plus on est capable de les montrer puis on est bien avec soi-même, plus on vit, je trouve qu'on vit du courage dans un monde où on essaie de les éteindre, ces émotions-là. Et moins les gens vont être aptes, vont venir vers nous pour nous attaquer ou utiliser notre souffrance contre nous. Parce que justement, on va avoir fait la paix avec notre souffrance. Donc, les gens, même quand on en parle ou qu'ils le savent, ça sera pas une faille. Parce que ça nous fera pas, ça va nous faire vivre quelque chose, mais pas assez pour que ça nous fasse souffrir. On va apprendre à vivre avec. La peur est l'émotion la plus fondamentale. Sans elle, notre existence même serait menacée. La peur est un système d'alerte qui vise à nous amener à fuir ou sortir d'une situation potentiellement dangereuse. Fait que y a la gestion du stress qui est importante dans tout ça. Là, on passe, après ça, les émotions au masculin. Être habile avec ses émotions, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Être capable de gérer ses émotions et être capable de comprendre les émotions des autres. C'est ça que ça veut dire. Et pour comprendre celles des autres, il faut en premier lieu se comprendre soi-même. Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Lorsqu'on parle de la façon dont on gère nos émotions, nous parlons d'habileté intrapersonnelle. Par exemple, lorsque vous êtes en colère, êtes-vous capable la plupart du temps de vous calmer sans hausser le ton? De prendre un moment pour vous calmer? Si oui, vous avez un bon niveau d'habileté intrapersonnelle. C'est la base, là, il peut en avoir d'autres. Alors que lorsqu'on fait référence à notre compréhension des émotions de l'autre, nous parlons davantage d'habileté interpersonnelle. Par exemple, lorsqu'une personne se confie à vous, vous êtes rapidement en mesure de déterminer si elle ressent de la joie, de la peine ou de la déception. De bonnes habiletés émotionnelles signifie que vous êtes compétent avec les émotions et que votre façon de les exprimer est saine et adaptée. Après ça, on passe dans les dangers de réprimer ses émotions. Quand on parle de mauvaise gestion d'une émotion, cela veut dire avant tout qu'on exprime cette émotion d'une mauvaise façon. Comme j'expliquais tantôt, en donnant des coups de poing, en frappant, en criant. Les personnes qui répriment leurs émotions ont davantage de risques de dépression, de problèmes de consommation, de décrochage scolaire, de difficultés relationnelles, de troubles d'apprentissage, de problèmes de santé mentale, de comportements criminels ou violents et finalement d'idéation suicidaire. Tout ça est quand même assez vrai en certaines parties. Pour la job de toute la relation d'aide que j'ai fait et que j'en parle et que j'ai lu et que j'ai écouté des podcasts et que j'ai eu des formations à l'université et des formations professionnelles, c'est souvent la même base, là. Donc, c'est un peu ça. Ça mène à plein de problèmes à gérer. Les différences entre les garçons et les filles. Donc ici, on a une manière différente de stéréotyper les genres et c'est un peu ça qu'on arrive aussi à essayer de travailler depuis une couple d'années. D'essayer de faire en sorte que oui, il peut y avoir des gars, oui, il peut y avoir des filles, mais en quoi c'est important de les éduquer de manière différente. Ça reste un être humain, peu importe le genre qu'il se donne, c'est un humain. Il doit avoir la même éducation d'un bord ou de l'autre, ou de n'importe quelle identité qu'il se donne. Puis, peu importe, un enfant puis un ado, il est en construction d'identité, il est à la recherche de lui-même. Donc, c'est important de les accompagner là-dedans sans nécessairement de tout croire ce qu'ils disent et de toujours être de leur bord et de pas être dans l'autre extrême, de les invalider complètement puis de trouver que c'est stupide ce qu'ils disent puis ce qu'ils cherchent. T'sais. Il y a un équilibre à avoir entre les deux. Tout ça revient à la même chose, être capable d'exprimer ses émotions et ses désaccords à l'autre. Ça s'apprend dès l'enfance. Et là, j'expliquerai pas les stéréotypes. Dans le livre, il les explique.
On passe au chapitre déjà suivant, une boîte à outils pour accompagner votre garçon dans la socialisation de ses émotions. Donc, comme je disais tantôt, il y a trois premières façons avec les âges. Il y a le renforcement et la punition, le modelage, la discussion. Le renforcement et la punition, je l'ai expliqué. Le modelage, c'est quoi? C'est par imitation. Plus ils sont jeunes, plus on leur montre, on le fait, ils vont nous regarder. Plus ils avancent en âge, plus le modelage va se transformer en on le fait avec lui. Et plus il avance en âge, une fois qu'on l'a montré, qu'on l'a montré, ils vont nous observer, qu'on le fait avec lui, on va donner des tâches pour qu'il soit capable de le faire tout seul. Et la discussion. Ici, la discussion est importante dans tout âge, mais à des niveaux adéquats de l'enfant, il est rendu où dans son développement. On s'entend. En premier lieu, c'est les 0-3 ans. Donc, ce que j'irai pas dans le gros, mais le renforcement est une réponse produite pour donner suite à une réaction. Il faut que ça soit à 0-3 ans assez direct. Le renforcement ou la punition, on peut pas attendre. Ils sont pas encore en délai d'attente assez grand pour ça. Donc, on le fait le plus vite possible. Et puis en plus, plus ils sont jeunes, plus on peut renforcer aussi l'exception. Plus ils grandissent, moins on essaie de faire ça. À l'adolescence, on fait moins de renforcement d'exception. Mais plus ils sont jeunes, plus on le fait parce qu'ils sont en complet apprentissage. Donc, on essaye. Là, ici, elle donnait l'exemple, elle, que l'enfant est allé se coucher plus facilement que toutes les autres nuits, fait qu'elle s'est mise à danser. L'enfant s'est mis à rire. Donc, c'est un comportement, c'est une récompense assez comme positive. On a montré à l'enfant euh, euh, qui était content. Là, je n'irai pas dans la grande euh, explication, là, mais bon. Renforcement positif à offrir une réponse qui fait plaisir à bébé. Exemple, félicitations, sourire, câlin, surprise, attention. Voilà. Attention, un délai raisonnable de quelques minutes seulement. Quelques secondes à quelques minutes et pas assez vieux encore. Et aussi, il faut avoir des attentes réalistes dans son âge. On ne peut pas demander à des gens qui ne sont pas capables ou qui ne sont pas rendus là dans leur développement, même à un adolescent. Si l'adolescent, son âge développemental est encore à 8 ans, mais il a 14 ans, on ne peut pas demander à un enfant de 14 ans d'avoir 14 ans de l'âge affectif s'il est encore à 8 ans. Il faut commencer par l'âge où il est rendu. Il est rendu à 8 ans, on va commencer à augmenter, tranquillement, pas vite. Fait que c'est la même affaire. Ici, c'est d'avoir des attentes réalistes parce que l'enfant n'est pas rendu là. La punition. La punition positive, en fait, si ça consiste à ajouter une action déplaisante comme le fait de devoir s'asseoir sur une chaise à ne rien faire ou d'imposer une corvée. La punition négative, elle consiste à enlever quelque chose de plaisant comme le fait de retirer un jouet. Donc, si la punition, ça doit offrir, ignorer ou verbaliser qu'on n'est pas content. Qu'est-ce qu'une bonne conséquence? Il doit avoir un délai raisonnable, comme je disais, puis une consigne claire. Une consigne claire, ça ne doit pas être 3-4 consignes à la fois, puis ça ne doit pas être dans le temps. T'sais, un enfant de 3 ans, on ne va pas le punir pendant 3 heures. Le délai n'est pas raisonnable, puis la consigne, s'il est trop longue, il ne la comprendra pas. Il doit y avoir aussi une justification très courte. Mettons, je t'assois sur cette chaise car tu as frappé maman. Voilà. Et c'est pas acceptable. Plus vieux, plus on va aller. Et après ça, on ajoute la consistance. À chaque fois qu'il frappe maman ou à chaque fois qu'il frappe quelqu'un, il faut le punir. On ne laisse pas passer. Énoncer la conséquence, il faut la nommer. Donc, délai raisonnable, consigne claire, justifier, consistance, énoncer la conséquence. On s'entend, on évite les punitions physiques. Le modelage de 0 à 3 ans, comme je disais, c'était aller chercher l'attention de l'enfant qui vous regarde faire sur un comportement, puis pour qu'il la retienne, il doit la pratiquer souvent. Donc, on le fait avec. Puis il doit être capable de le faire physiquement. T'sais. Si on s'entend, il y a 2 ans, il n'est pas capable de faire certaines choses comme un enfant de 5 ans. Même si vous voyez, même si la fratrie, le frère ou la sœur a été capable à cet âge-là, même si on connaît quelqu'un qu'à cet âge-là, il a été capable, ce ne sera pas la même chose pour nous. Chaque personne est différente. Il y a aussi la motivation à le faire. C'est très facile de tuer la motivation de quelqu'un. C'est très facile. En le critiquant, en le dénigrant, en n'étant pas là. La base, quoi? Il doit être motivé. Si la tâche est trop difficile, il la fera pas. Mais si elle est trop facile, à un certain âge, il la fera pas non plus. Il doit avoir un équilibre dans. Mais ça, il faut l'essayer. C'est l'essai-erreur à chaque fois.
Là, on tombe dans le 3 à 6 ans. Le renforcement, c'est un peu la même chose. Tu sais, ça n'a pas tant changé, mais là, on va en rajouter ce qu'on appelle les tableaux d'émulation ou les émulations, qui devient pas mal populaire, peu importe où se trouve l'enfant maintenant, là. Mais ce qui est important, c'est que faut qu'il soit adapté à l'âge, adapté aux intérêts aussi et systématique. Là, je donne l'exemple, je travaille dans une école primaire, j'ai aidé plein de personnes dans l'école à mettre des systèmes d'émulation, je les ai modelés, je les ai aidés. À m'amener, c'était la personne à le faire vivre avec l'enfant. Mais tu sais, il m'arrive souvent, ouais, j'oublie des fois. Fait qu'il n'y a pas de consistance, c'est pas cohérent pour l'enfant, donc ça n'a pas d'impact tant que ça. Fait que voilà, ça c'est la base là, pour le. Puis les objectifs doivent être smart. J'entrerai pas là-dedans, on en entend parler à toutes les sauces. La punition doit toujours être modelée à l'enfant. Ainsi, il est raisonnable de donner certaines conséquences à l'enfant parce que cela offre à ce dernier un terrain d'exercice afin de l'accompagner dans son apprentissage de la gestion de sa frustration. Le délai, les consignes claires, là, ça change pas tant à cette âge-là. On s'entend, là, c'est la même chose. Le modelage, cependant, ben, on est beaucoup plus dans l'accompagnement. Mais là, vu que les amis entrent, la fratrie peut entrer en jeu, ben on peut utiliser ça aussi, tu sais. S'il y a des amis qui font des choses à cet âge-là, s'il y a des amis qui font des choses, on peut lui dire, ouais, mais ton ami, qu'est-ce que t'en penses, tu sais, que lui fasse ça, tu sais, ton ami, lui, il le fait, toi, tu pourrais le faire, des renforcements. Cet âge choisir avec qui votre garçon passera du temps comme un privilège, qui lui écoute les consignes. Inviter Roland, qui lui écoute les consignes. Fait qu'on invite l'ami, on le fait des écoles, là. On perd des amis ensemble, on prend qui ont des comportements positifs. Fait que là, il y a le modeling par les pairs. Fait que là, les amis font des bons comportements. Fait que là, ça nous invite à le faire. Ça nous motive un peu plus à le faire. Après ça, la discussion de 3 à 6 ans. Parce que avant 3 ans, on le fait pas tant, mais parce que la parole n'est pas tant là. La compréhension de tous les mots n'est pas là. Mais là, vu qu'à 3 à 6 ans, il y a l'enrichissement de la parole, plus de mots, capable de construire un peu plus des phrases très basiques, mais bon. Euh, il commence à comprendre des choses. Puis on peut utiliser les symboles dans notre discussion, tu sais, l'imaginaire, le faire semblant. Les symboles sont importants à cet âge-là. Ça crée une image, ça leur crée du sens pour eux. Avec des ados aussi, on peut le faire. Et il y a aussi le reflet d'émotion. Fait que là, on va nommer je te sens en colère parce que je te vois les sourcils froncés. Je sens en colère parce que tu n'obtiens pas ce que tu veux. Là, on va nommer des émotions pour que l'enfant soit capable de finalement les nommer. Puis, il y a ce qu'on appelle aussi à cet âge-là le développement de l'empathie qui commence à se faire. Par la suite, on passe de 6 à 11 ans. Le renforcement de 6 à 11 ans, c'est là qu'il change un peu euh, dans l'accompagnement parce que ben, l'enfant est plus apte à comprendre des choses. Fait que le type de renforcement cède leur place à des renforcements moins instantanés, comme l'utilisation de tableaux d'émulation, l'amenant tranquillement à développer sa capacité à tolérer sa frustration. Fait que là, on va mettre des délais d'attente qui sont plus longs un peu. Ça sera pas automatique. T'sais, comme nous, ce qu'on fait au primaire, on renforce un comportement pour qu'il l'acquiert des fois plus rapidement en avant-midi puis en après-midi. Puis à un moment donné, quand c'est bien, on étale le temps. Là, ça va être à la journée. Après ça, on va le mettre à la semaine. Après ça, on va essayer de l'étaler au mois. Puis maintenant, on fait juste l'enlever. Parce que le but de l'émulation, c'est qu'on l'enlève. C'est correct qu'en maternelle, il peut durer 2, 3 ans pour des comportements différents. En troisième année, je veux dire 2, 3, quatrième année pour certains comportements. Mais c'est moins normal quand il est rendu en sixième année puis au secondaire d'avoir encore. T'sais, pour certaines personnes, oui, dépendamment du contexte, mais je te dirais qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné s'il en a besoin tout le temps. Donc, ici, c'est là la grande différence. Là, ce qu'il faut aussi, il y a tout le côté performance scolaire et l'estime de soi. Donc, comment qu'on parle des notes scolaires, comment qu'on parle de ce qui se passe à l'école à notre enfant. Ça reste la même chose. Avoir des notes puis se faire dire qu'on va être dans une classe de délinquants parce que j'ai entendu ça d'un parent ou une classe de pas bon, ben, l'enfant finit par comprendre qu'il est un pas bon, donc je vais pas faire de. Fait que ça vient jouer sur l'estime de soi. Fait que quand il ramène des bonnes notes, il faut quand même l'encourager. C'est pas grave.
c'est vrai que c'est fâchant, puis c'est vrai qu'on est triste d'avoir des mauvaises notes, puis tu sais, c'est vrai que ça déçoit un peu, tu sais, on peut être déçu de soi, mais tu sais, tu vas travailler fort, je vais t'accompagner là-dedans, on va t'aider, puis tu sais, la prochaine fois, tu vas réussir ou tu vas t'améliorer. Parce que le but, c'est pas de passer de 20% à 90%, c'est d'améliorer. Fait que s'il arrive à 40%, ben c'est ça, il faut le féliciter, il faut l'encourager, il faut quand même le récompenser parce qu'il a amélioré sa note. C'est un peu ça qu'il faut faire dans la construction de l'estime de soi à l'école. Sinon, il va voir l'école comme étant un ennemi. Il ne faut pas parler contre l'école, mais il ne faut pas non plus que les gens à l'école n'aident pas les enfants. T'sais. Et il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, l'estime de soi est élevée, avoir des objectifs réalistes, développer ses compétences, se comparer à soi-même plutôt qu'aux autres, s'entourer de personnes qui nous renvoient une image positive, puis avoir des renforcements positifs. Là, ici, la punition et la conséquence, pour qu'elle soit efficace, euh, il faut aussi, en fait, la différence à cet âge-là, c'est que on va commencer à demander à l'enfant de participer aux conséquences qu'il pourrait y avoir. Fait on va lui poser des questions du style, quel genre de conséquences que tu penses qui seraient bonnes pour toi? Et je l'ai fait là, à l'école et ça fonctionne. Là, on les amène à comprendre que eux-mêmes peuvent ressentir des frustrations, puis quand ils font un geste pas correct, et eux-mêmes s'auto-analysent en disant, allez, j'ai fait quelque chose de pas correct, donc il est normal et j'accepte que j'ai une conséquence à ça. Mais là, on lui demande de participer, donc ça fait beaucoup plus de sens pour lui. Mais tu sais, ça se peut que des fois, ils vont dire des choses qui ont pas de sens. Là. J'ai euh, j'ai dormi dans mon cours, puis je vais avoir une semaine de punition que de plein d'affaires. C'est trop. Faut que ça aille. Faut que ça soit au même niveau. La punition, faut qu'elle soit au même niveau qu'un manquement. T'sais. J'ai pas remis un devoir, puis j'ai un mois pas de télé, pas de jeux vidéo. C'est intense. Mettons. J'ai pas remis un devoir, ben ce soir, t'auras pas de jeux vidéo, demain être un autre jour. Mettons. C'est plus dans ce sens-là. Le modelage, bon, ben aussi, vous cédez la place au groupe de pairs, aux enseignants, aux profs d'éducation. Fait que là, on ajoute tous les autres adultes autour de l'enfant et les amis en plus. Il n'y a pas juste nous. Fait que là, il va y avoir du modelage de part et d'autre. Fait que c'est là qu'on commence à travailler en équipe avec les autres adultes pour avoir un bon modelage. Parce que tout être humain étant différent, tout être humain va avoir une manière de modeler différemment. Et là, ce qui est difficile du modèle masculin, c'est qu'entre 6 et 11 ans, il n'y a pas beaucoup dans les médias, dans les films, dans la musique, dans tout ce qui est public. Il n'y a pas beaucoup de modèles masculins différents de celui qui est stéréotypé, ce qui fait que les gars se retrouvent face à pas beaucoup de modèles. Donc, c'est important d'avoir de créer pour eux, de les aider à trouver des bons modèles et que quand ils les trouvent, mettons, ils disent Spider-Man, Homer Simpson, Batman, Thor, n'importe qui, ben, c'est d'avoir des discussions, de créer du sens. Qu'est-ce qui fait que tu te sens là, on va entrer ici la question de valeur aussi. Qu'est-ce qui fait que tu sens que cette personne est un modèle pour toi? Qu'est-ce que tu trouves de positif? Qu'est-ce qui est un peu plus négatif de cette personne? Parce que tout est tout a un bon côté puis un mauvais côté. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de discussions avec son enfant. Moi, je l'ai fait avec l'adolescence aussi. Là. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, tu t'attaches à elle, que tu la vois comme modèle? Puis elles vont verbaliser. Et c'est à nous, après ça, de créer ce sens-là avec eux. Qu'on soit d'accord ou pas, nous, après ça, on exprime notre désaccord. Ah, je suis un peu moins d'accord de ce côté-là pour voici telle raison et telle raison. Moi, ça me fait vivre telle affaire. Ah, comme ça, tu es en train de développer telle valeur. Tu vois, moi, j'ai plutôt une autre valeur. Là, on accompagne vraiment dans la discussion. Euh, Ce qui fait que l'enfant, 6 et 7 ans, commence à avoir plus de logique entre les liens qu'on va lui créer. Donc, c'est pour ça que son point de vue devient un peu plus important à modeler, mais pas à constant. Là, on entre dans ce qu'on appelle la reconstruction cognitive. On a tous des pensées. Là, ici, je vais utiliser des termes peut-être différents. Bon, c'est la distorsion cognitive ou, dans d'autres mots qu'on peut attendre par d'autres personnes, les croyances limitantes. C'est un peu ça. Donc, il y en a plusieurs. Je les nommerai pas, j'entrerai pas là-dedans. C'est pas le but de ça. Mais le principe pour nous aider à faire une reconstruction cognitive qu'on appelle, c'est de prendre un tableau. Il y a 4 choses. En premier, c'est on décrit l'événement, la situation. C'est quoi? Mettons, j'ai une mauvaise note.
Là, après ça, c'est la pensée, l'interprétation mentale. Je suis une merde, je suis pas bon, ma vie, elle vaut rien. 3, on écrit l'émotion. Je suis triste. 4, le comportement. C'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Euh, j'ai pris mon devoir, j'ai pris mon examen, puis je l'ai écrit ça je l'ai mis au vidange, puis j'ai frappé sur mon bureau, puis je suis parti. Tu vois? Donc ici, à force de le faire soi-même, ben, en premier, il faut le faire avec son enfant, il finit par comprendre son monde intérieur, il fait des liens avec la situation, ses pensées, ses émotions et le comportement. Et, et là, dans cet âge-là, ce qui est important, c'est plus ils sont jeunes, plus c'est linéaire. C'est un, 2, 3, 4. Fait que situation, pensée, émotion, comportement. Mais plus il arrive à l'adolescence et à l'âge adulte, plus c'est différent. Ce n'est pas nécessairement un, 2, 3, 4. Ça peut être situation, ça peut être émotion ressentie, pensée, comportement. Ça peut être encore la même chose. Pensée, émotion, comportement. Mais ça peut être aussi événement, comportement, émotion, pensée. Chacun va s'inter-influencer, mais quand on est en bas de 12 ans, on comprend pas trop ce concept-là. Même, je te dirais, à l'adolescence, ils commencent, mais c'est compliqué, fait qu'il faut les accompagner beaucoup là-dedans. Donc, ben, puis les écrire. Fait que, tu sais, par exemple, ici, vitement, Annabelle ne veut pas lui donner le feutre vert. Interprétation, sa sœur ne veut pas partager. Émotion, colère. Comportement, cri. Et là, on peut continuer. Événement, Annabelle ne veut pas lui donner le feutre vert. Interprétation, il ne reste plus d'encre, elle voulait lui éviter une frustration. Émotion, déception. Comportement, bouder dans sa chambre. On comprend le concept? Après ça, on rentre dans la gestion des conflits. C'est là qu'on entre dans tout le côté, comme on fait à l'école, des habiletés sociales. Comment gérer des conflits. Ce qu'on fait à l'école, peu et très peu, au primaire parce qu'on n'a pas les ressources, parce que les écoles n'ont pas tant les ressources pour le faire. Les organismes communautaires ont des outils clés en main, ils nous les offrent des fois gratuitement ou c'est payé par le gouvernement, mais on n'a pas plus de monde sur le plancher pour le faire. Parce que ce qui est demandé, c'est qu'on ajoute des tâches aux enseignants. Ils sont déjà débordés. On dit que c'est aux éducateurs spécialisés de le faire. Ils sont déjà souvent débordés. Fait qu'on demande aux services de psychoéducation de le faire, qui n'ont pas beaucoup de temps dans les écoles, ils n'ont pas le temps de faire ça parce qu'ils ont trop de stock à faire. Fait on a créé un système dans lequel il y a beaucoup d'organismes communautaires qui ont créé, et même hors piste qui est excellent, mais encore là, il n'y a pas de monde sur le plancher pour donner des ateliers. On demande aux gens déjà là de le faire, puis ça surcharge souvent leur classe. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler en collaboration avec tout le monde autour de cet enfant-là, et il faut que les parents embarquent aussi. C'est ça qui est important. Et là, ici, bon, la résolution de conflit, fixer une rencontre, décrire le problème, nommer son émotion au jeu, écouter le point de vue de l'autre, proposer une solution, puis évaluer la situation. Puis c'est un peu ça. Là, je n'irai pas trop en profondeur. Il y a aussi l'éveil de la sexualité que je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est là aussi qu'on peut expliquer le consentement. Je suis en ce moment en train de faire un certificat à l'université sur la santé sexuelle. Euh, c'est très intéressant. J'ai fait un cours sur le développement psychosexuel et là, je suis en train de faire mon cours sur l'éthique et la déontologie en intervention en la sexualité. Donc oui, il y a l'éveil de la sexualité, il y a un grand concept euh, de la globalité de la sexualité et puis c'est à cet âge-là qu'on peut leur apprendre à avoir du consentement, ce qui est important à faire. Puis dans le fond, ce qui est important ici, c'est de choisir les bons mots. On dit les vrais mots. On dit pas la cigogne vient, non, c'est des vrais mots. Pénis, c'est un pénis. C'est pas un zouizoui, c'est pas des affaires de même. C'est ça qui est important à avoir. C'est de dire les vrais mots quand ils ont des questions. C'est de répondre aux questions qu'ils ont, pas les éviter. Si on sait pas quoi répondre, on leur dit je ne sais pas quoi répondre. Mais après ça, c'est à nous d'aller chercher l'information. Et s'il y a des sujets qui nous dérangent, faut le nommer. Encore une fois, je me sens pas à l'aise de parler avec ça, de parler de ça en ce moment. Je vais aller m'informer, je te reviens là-dessus. Il faut pas juste ignorer non plus. Des fois, tu sais, quand ils ont 5 ans, on peut ignorer un peu, on peut déplacer, mais quand ils ont 10 ans, 12 ans, ils ont besoin de comprendre les choses, ils ont besoin de les vivre, puis c'est plate, mais c'est soit les adultes de l'école qui leur apprennent, soit c'est l'Internet, soit c'est leurs amis, soit c'est les parents. Donc, il faut en parler, même si on n'est pas à l'aise, mais il faut le nommer qu'on n'est pas à l'aise. Je termine avec les erreurs à éviter
dans les émotions. Souvent, on va distraire comme technique. Ça peut être bon pour faire descendre l'émotion. Mais après ça, il faut parler de l'émotion. Ce que je vois souvent, c'est qu'on distrait, l'émotion est descendue, on le retourne en classe, c'est terminé. Ou on l'ignore, ça marche pas. Distraire l'enfant afin de déporter son attention sur autre chose que l'émotion ressentie. Ce que ça, en quittant la, fait que c'est ça. Ignorer l'émotion que vit l'enfant, quel que soit positif, ça veut dire que dans le fond, on fait comme si ça n'existait pas. Mais ça, faut pas faire ça non plus parce qu'on invalide l'enfant. Il ne reçoit pas l'attention qu'il a besoin. On ridiculise, donc se moquer de votre enfant lorsqu'il ressent ou exprime une émotion. Imposer, forcer un enfant de ressentir une émotion. Donc, à l'école, ici, quand on force les gens à faire des médiations, à s'excuser, à faire ci, on les aide pas. On n'est pas en train de faire du modelage, on les force à faire quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à faire. Donc, ce que ça crée dans le cerveau de l'enfant ou de l'ado ou de l'adulte qui est obligé de faire quelque chose, c'est j'y vais à contre-cœur, ça fait pas de sens pour moi, donc j'ai pas envie de le faire, donc les prochaines fois, je le ferai pas plus. Je vais moins communiquer puis je vais moins. C'est ça que ça donne. Nier, dire à un enfant qu'il ne ressent pas cette émotion. Donc ici, on est en train de l'invalider complètement. Ce qui fait que l'enfant va se dire qu'il ne reçoit pas d'aide, donc je n'irai pas chercher de l'aide. Je n'aime pas recevoir de l'aide. Je n'ai pas besoin d'aide. Ou il le fera juste pas, puis ça va continuer à empirer. Donc, c'était un grand résumé du livre en 50 minutes. Mais je le trouve vraiment utile. Donc, je répète, le livre s'appelle Colère, peur et joie, accompagner mon garçon dans ses émotions. Je trouve ça important. On n'est pas obligé d'utiliser juste pour les garçons. On peut faire pour toute identité de genre. Il n'y a pas plus important un que l'autre. Donc, je vous souhaite une belle journée à vous et à une prochaine.